Et nous allons tout de suite entamer, mesdames et messieurs, notre sujet principal pour cette édition qui concerne, comme on l'avait annoncé au début de l'émission, les visites du président Abdel Fattah al-Sisi au Kazakhstan et au Japon. Pour vous parler de cela, on sera en compagnie de M. Mostafa Reda, analyste politique. Bonjour. Bonjour. Alors, le président Abdel Fattah al-Sisi a entamé vendredi une tournée asiatique qu'il a conduit au Kazakhstan et doit le conduire aujourd'hui au Japon et puis plus tard en Corée du Sud. Il s'agit de sa deuxième tournée asiatique après sa visite à Singapour et en Indonésie en août dernier et en Chine en 2014. Et la première visite d'un président égyptien depuis 13 ans dans ces pays-là. Donc, tout d'abord, les anciennes visites, que ce soit à Singapour, en Chine ou... à la Russie aussi. Comment? À la Russie. Oui, en Russie, mais on parle surtout de l'Asie. Quels ont été les fruits de ces visites-là? Et qu'est-ce qui est programmé pour les visites actuelles? Moi, je pense que ça, c'est une question que vous avez posée qui est très, très importante. Ça, c'est maintenant le rôle du gouvernement. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu d'une action positive, après tout, même pas ces visites que vous avez dit seulement, toutes les autres visites. Le problème ici, que le président visite ces pays et on signe beaucoup des accords, mais il n'y a pas une méthode pour voir le progrès dans pour les concrétiser. Exactement. Ça, c'est très, très important. C'est comme j'ai dit depuis une semaine, qu'on fait beaucoup de conférences, on fait tout ça, mais les résultats, où sont les résultats? On fait une conférence pour 2-3 jours, on discute beaucoup des choses, on signe beaucoup de papiers, mais on a ça depuis longtemps et on n'a pas de résultats. C'est très très important, c'est le président, il prend le premier pas, il prend l'initiative, il discute, il ouvre les portes pour les investisseurs. Ça, c'est maintenant le rôle du gouvernement pour avoir une comité qui pourra suivre les résultats du président de toutes ces visites-là. Ça, c'est très, très important. Mais je vous dirais juste sur ce point-là, ouvrir les portes, ça, c'est pas le travail du gouvernement aussi? Exactement, oui. Mais le président, il a pris l'initiative. Il commence, il prend le premier pas. Et malheureusement, on va pas les mêmes efforts du gouvernement pour continuer, pour avoir des résultats, comme vous avez dit. Alors aujourd'hui, on est face à un problème, puisque c'est le deuxième gouvernement à la tête, enfin, dans ce mandat du président Abdel Fattah al-Sisi. On a le Conseil des députés qui est présent, qui est censé revoir les acquis qui ont été faits par le gouvernement actuel. Vous dites que jusqu'à présent, il n'y a eu que des accords sur papier qui ont été faits. On n'a rien vu sur le terrain qui doit modifier ou qui doit booster ce gouvernement. Si on a un problème au niveau du gouvernement, qui doit le pousser justement à travailler? Ça, c'est une très bonne question que vous avez posée aussi. Moi, je pense que ça, c'est le rôle du Parlement. Maintenant, parce que le Parlement va suivre le progrès du gouvernement. On va voir qu'est-ce que ce gouvernement va nous donner. Moi, j'ai entendu depuis 2-3 jours que le gouvernement va présenter leur programme au Parlement le 10 mars prochain. Alors, on va voir peut-être en avril. Ils ont avancé la date. On a dit, c'était au journaux aujourd'hui, ce serait le 10 mars. Oui. On va voir si le programme serait des mots comme ça et des phrases qui sont comme on a chaque fois, ou il y a des plans spécifiques avec des plans d'action, avec des projets spécifiques. On doit avoir tout ça en détail, mais ce n'est pas suffisant de donner, on va faire ça et ça et ça et ça, on va faire
pour les pauvres, tous ces mots-là ne sont pas très spécifiques alors. Mais vous avez des plans stratégiques qui ont été exécutés il y a des années auparavant, avec des projets très spécifiques, avec des montants et des durées très spécifiques, et rien n'a été fait. Vous avez raison. C'est pas la présentation d'un programme détaillé qui va garantir l'exécution du programme. C'est la mise en place d'un système. Ainsi, exactement. D'un système très ponctuel, très minutieux, et qui suivrait chaque mois ce qui a été exécuté. Exactement, vous avez raison à ça. On va voir, ça c'est le rôle du Parlement, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. On doit attendre maintenant. Mais moi je pense que peut-être il y aura un changement positif, parce que certainement ce Parlement est un peu différent des parlements qu'on avait au passé, où on passait toutes les lois et tout était très facile. Moi, je ne pense pas. Je vais vous dire un exemple. C'est la loi que le gouvernement a passée depuis 10 jours et le Parlement a refusé. Sur le code de travail? Exact. Sur le code de travail. On a refusé. Et le gouvernement est en train de changer la loi et on va voir. Alors c'est vrai que comme il y a des points négatifs, il faut dire que les deux grands dossiers qu'on avait promis de mettre fin à très rapidement, c'est l'électricité et la sécurité. C'est vrai qu'il y a eu, on va dire, de grands efforts qui ont été déployés dans ces domaines-là, mais aujourd'hui le citoyen, comme tout citoyen dans le monde, a besoin de sentir son mode de vie changer également, améliorer, puisque c'était la base de tout, puis il voulait avoir une vie meilleure. Avec ces visites-là, telles que Kazakhstan, le Japon, la Corée du Sud, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter qu'on n'a pas ici en Égypte? Quels sont leurs buts en fait? Est-ce que c'est un but politique ou économique? La majorité, certainement, ce serait l'économie, parce que notre problème maintenant, c'est l'économie, comme vous savez. Et on doit attracter beaucoup des investisseurs. Spécifiquement, je vais vous dire, dans cette visite-là, le président va présenter les projets au Suez Canal pour les 3 pays qu'il va visiter. Il y aura beaucoup de la coopération dans le domaine de l'agriculture. C'est écrit au journal aujourd'hui. Dans l'industrie, comme vous savez, la Corée du Sud est très avancée dans l'industrie, spécifiquement dans l'industrie automotive. Moi je pense qu'il y aura des progrès dans ces domaines-là. Mais comme je vous ai dit au début, c'est très important d'avoir une méthode de suivre toutes ces discussions et tous ces accords qui sont signés avec le président. Et ça, c'est le rôle du gouvernement. Mais outre ces accords dans le domaine de l'investissement, vous avez des priorités très pressantes maintenant pour les citoyens égyptiens qui commencent vraiment à les stresser. Vous avez la santé, c'est-à-dire que maintenant les soins médicaux et les assurances médicales et le manque de certains médicaments aussi, ça commence vraiment à être un problème très grave. Et commence à se voir très clairement maintenant. Donc d'une part, vous devez remédier à cela, vous devez remédier au problème de l'éducation aussi, parce que chaque année, vous avez des milliers d'enfants qui vont à l'école. Si ces enfants ne bénéficient pas vraiment, vous avez un problème. Donc, en attendant cela, vous avez l'habitat aussi. Oui. Beaucoup On peut commencer avec l'habitat maintenant. Le président, moi je pense que dans son discours il a ouvert des projets la semaine passée, aussi à la ville le 6 octobre. Le ministre il a fait un plan qu'on va avoir 500 000 maisons pour les gens qui ont... Oui, mais le problème de ces nouvelles cités, c'est que vous n'avez que les maisons, vous n'avez pas de services autour, vous n'avez pas d'hôpitaux, vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas de transport, vous n'avez pas de travail, vous n'avez rien du tout. Donc ça doit être vraiment un projet... Mais il faut dire que le 6 octobre, il est assez proche. Il y a d'autres projets, en effet, où on n'a rien, où c'est comme le Tagam Moakhay. Exactement. Vous avez raison. On a beaucoup
des immeubles maintenant, qui sont, on a les bâtiments et tout ça, mais personne, on n'a pas des oriplans. Personne ne veut aller là-bas. On doit avoir un nombre suffisant d'écoles aussi qui répondent aux besoins des gens qui vont habiter là. Je vais vous donner un exemple, ce que vous avez dit, qui est très très correct. On va, ici, le triangle de Maspero, on pense de démolir toutes les maisons qui sont autour de ce... C'est un projet qui existe depuis très longtemps. Mais les gens refusent de laisser leur maison parce qu'on va, on a dit on va nous amener dans des places qui sont très très en distance de notre travail, de nos écoles, et tout ça. Alors ça c'est très très important, comme vous avez dit, on doit avoir les écoles, les hôpitaux, le travail, le transport. Jusqu'à maintenant, à la cité du 6 octobre, on n'a pas du transport. Et est-ce que tout cela est pris en considération pour les nouvelles maisons qui seront construites? Exactement. C'est pris en considération? Et, moi je pense, oui. Mais je vais vous donner un exemple très très spécifique. Quand le baron Ampin a construit Léopolis, qu'est-ce qu'il a fait au début? Il a arrêté le tram. Il y avait le projet, c'était le tram, le transport au début. Après ça, il a fait les maisons, il y avait les magasins, les usines et tout ça, et tout le travail là. Mais il a commencé avec le transport, parce que comment je vais aller et ce n'est pas très loin, vous voyez. Alors, aussi le plan des Léopolis, vous avez les rues qui sont très larges, il y a une place pour les magasins, il y a une place pour les maisons, et c'est un plan très très bien, parfait. Moi je pense, si on prend ce modèle-là, et on a des architectes ici, moi je pense que ce n'est pas un très grand problème qu'on peut faire tout ça, comme vous avez dit maintenant. C'est très très important. Alors c'est vrai que c'est très important, et un des sujets, pour revenir à la tournée du président égyptien en Asie centrale, le Kazakhstan, on sait, c'est l'un des pays les plus grands qui ont des informations concernant les extrémistes, le terrorisme. Donc cette visite... Le tourisme aussi. Le président, aussi. On a aujourd'hui au journal Al-Ahram, on va résumer les vols entre le Caire et Kazakhstan. Mais il faudrait qu'il y ait des touristes. Exactement. Exactement. Mais le terrorisme serait à la tête des discussions aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'on peut bénéficier de leur expérience dans le domaine du terrorisme? Définitivement, vous avez raison, certainement. Comme j'ai dit au passé, que le terrorisme, c'est un problème, c'est un problème mondial, c'est pas un problème qui affecte le Moyen-Orient seulement. Alors, le terrorisme existe dans tout le monde. Et si vous avez vu les journaux aujourd'hui, maintenant les États-Unis ont été, après qu'on a dit que les frères musulmans sont une organisation terroriste, on a reçu peut-être des membres de cette organisation. On a dit on va faire des troubles en Amérique. Alors, l'Amérique et les États-Unis, on n'a pas la sécurité maintenant. On a peur de prendre une décision pour dire que cette organisation c'est une organisation terroriste, parce qu'on peut, ces organisations, on peut faire des troubles. Sachant qu'ils les ont soutenus pendant des années, donc ce serait grave pour eux de reconnaître que ce sont des organisations terroristes. Et on a dit ça, on va faire ça en Angleterre. Depuis un mois, on a dit on va faire des troubles en Angleterre. Parce que l'Angleterre a commencé à réaliser un rapport que cette organisation, c'est une organisation terroriste. Alors, c'est une situation très compliquée. Moi, je pense que le monde entier, tout le monde, ça va affecter tout le monde. Alors, ce n'est pas seulement les pays que le président va visiter. Moi, je pense que c'est un problème mondial maintenant. Et pour le Japon, l'étape qui va suivre, quelles seront les grandes lignes de cette visite, les grands dossiers à discuter? Ce serait l'industrie, certainement, parce que le Japon est très avancé dans le domaine industriel. Et on a au projet du canal de Suez, parce que beaucoup du trafic, le commerce du Japon et de ces pays-là
passe, le trafic passe à le Suez Canal. Alors peut-être on va présenter des projets pour les investisseurs là-bas pour les encourager de venir ici en Égypte et voir qu'est-ce qu'on a fait ici dans ce domaine-là. Et enfin, on a une dernière étape de cette tournée, c'est la Corée du Sud. Comment peut-on bénéficier de la Corée du Sud? La Corée du Sud, ils sont avancés aussi dans l'industrie. Ils sont et au commerce aussi. On a nous importons beaucoup des produits de la Corée du Sud, pas seulement les voitures, des autres produits. Alors, et peut-être que nous, on a des produits qu'on peut exporter à ces pays-là, les 3 pays-là. C'est très très important de donner une idée qu'est-ce qu'on a ici, qu'est-ce que sont les chances pour les investisseurs qu'on veut venir travailler ici en Égypte, qu'est-ce qu'on va faire. Et ça c'est le rôle du gouvernement, parce que ce sont des projets en détail. Ce n'est pas le rôle du président qui va donner les détails de chaque projet, c'est le gouvernement. On a toutes les informations, on a tous les figures, on a tout ça. Et certainement, un investisseur qui va venir ici, il va demander des détails. Et les lois, c'est très très important. On doit changer les lois ici, parce que beaucoup des investisseurs, on a dit qu'on a beaucoup des obstacles avec les lois ici qui concernent l'investissement aussi en Égypte. Justement, l'un des problèmes concernant les investissements étrangers en Égypte, outre ce qui s'est passé depuis 2011 en Égypte et la situation générale dans le pays, c'est aussi les lois sur l'investissement qui n'ont pas été encore décrétées. Et ça n'a pas été changé. Et moi, je pense pas que c'est un problème. Ça va nous pas coûter de l'argent. On n'a pas besoin d'argent pour changer. Pour l'éducation, comme vous avez dit, on a besoin beaucoup de l'argent. Pour la santé, on a besoin, parce que les hôpitaux sont dans un cas désespéré. Mais pour changer les lois, ça va pas prendre peut-être de former un comité, et 6 mois, on peut changer toutes ces lois-là. Alors, il y avait une conférence il y a quelques mois avec l'ancien ministre Dr Ziad Bahedi, qui disait que le problème en Égypte, ce n'est pas de créer des lois, mais c'est de les appliquer. Aujourd'hui, en Égypte, on a beaucoup de lois. Certaines sont bonnes et certaines sont mauvaises, mais on n'applique aucune d'entre elles. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a tout un système qui est emmêlé, et les investisseurs, lorsqu'ils viennent, ils sentent qu'il y a une insécurité parce que l'Égypte n'est pas stable au niveau de ses lois. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut revisionner les lois et appliquer et il y a des lois aussi contradictoires. Et contradictoires. Vous avez des lois qui vous permettent une chose et une autre loi qui vous interdit de faire la même chose. Donc il faut filtrer tout ça. Et comme vous avez dit, je vais vous donner un exemple. Il y a les terrains qu'on a pris au désert. Maintenant, l'ex-premier ministre, M. Ibrahim Mehleb, il a formé un comité pour prendre de l'argent de ces investisseurs qu'on a transformé ces terrains-là dans des projets pour avoir des villas et tout ça. Maintenant, il est à la tête d'un comité qui doit les... Pour prendre, on va élever le mètre de 300 à 500 livres. Mais ça, c'est pourquoi on n'a pas pris d'action depuis des années, depuis 20 ans. Et il y a les contrats qui sont très spécifiques, comme vous avez dit. Il y a tout ça qu'on pourrait gagner beaucoup de l'argent. Mais aujourd'hui, est-ce que le problème aussi des devises étrangères qui manquent sur le marché est un problème, puisqu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous n'avons pas de devises étrangères. Est-ce qu'aujourd'hui, même si on arrive à changer nos lois, ça ne servirait à rien puisqu'il n'y a pas de devises sur le marché? Moi, je suis en accord avec vous, certainement. Et les actions que le gouvernement et la Banque centrale, qu'on a fermé beaucoup des bureaux d'échange, ça, ce n'est pas la solution. Parce que si vous avez lu les journaux, maintenant, si vous voulez changer l'argent, officiellement, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la rue maintenant. Bien sûr. Ce n'est pas dans les bureaux d'échange. Alors, fermer ces bureaux-là, ce n'est pas la solution.
Mais l'existence de ces bureaux aussi n'est pas une solution, puisque ce sont des bureaux qui travaillent dans le noir. Donc aujourd'hui, l'État ne peut pas reconnaître leur existence. En même temps, les entreprises qui achètent de ces bureaux... Exactement, parce qu'on a besoin... Ils n'ont pas d'autres solutions. L'État ne reconnaît pas leur méthode de procuration de devises étrangères. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Est-ce qu'on doit rouvrir ces bureaux de change et accepter de travailler au noir, ou au contraire essayer de maintenir la chose et de la rendre plus légale? Moi, je pense qu'on doit laisser... C'était comme on avait au passé. Si vous vous rappelez, depuis 2 ans, on avait le dollar était à peut-être 7 livres et demi. Et au marché, c'était à 7 livres 90. La différence était 30 piastres. Quand le gouvernement a élevé le prix officiel, certainement l'autre prix était élevé. Ça, c'est pas la solution, certainement. Si vous laissez tout ça, chacun qui a besoin, comme on avait ça avant, avant que les frères musulmans étaient avant les élections du président Morsi, c'était très facile. Vous allez à n'importe quel bureau, c'était le dollar à 5 livres et demi, vous changez. Mais il faut dire, c'est parce que la révolution venait tout juste d'avoir lieu. Il faut dire que avant la révolution, le pays avait une stabilité économique assez correcte. On ne peut pas comparer l'avant Morsi à l'après Morsi, puisque il faut dire les choses telles qu'elles sont. 2010, c'était une année vraiment record. On battait des records au niveau du tourisme, des investissements. Vraiment, c'était l'âge d'or de l'Égypte moderne. Ça, vous avez raison. Donc, on ne peut pas comparer aujourd'hui. Donc, ce qui fait que les bureaux avaient énormément de devises étrangères, à tel point que l'euro, je me souviens, était à 6 ou 7 livres. Aujourd'hui, il est à 9. Donc, il faut le dollar était à 5 livres et demi. Exactement. Donc, je pense que ce sont 2 périodes qu'on ne peut pas comparer, en fait. Ça, vous avez raison. Ce problème-là, moi, je pense que si on encourage les investissements, comme c'est l'objectif de toutes les visites du président, et surtout le tourisme, et changer les lois, qu'on a discuté, ça, c'est très, très important, et le tourisme, certainement, parce que moi, je pense que la sécurité, maintenant, est très, très bien. On a beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Mais ça, ce n'est pas suffisant. On doit avoir au début les investisseurs égyptiens. On doit commencer ici. Après ça, l'étranger, l'investisseur de l'étranger va venir s'il voit, comme vous avez dit, que l'investisseur égyptien il travaille sans des problèmes. Et le problème, ce qui est très très important aussi, que vous avez dit maintenant, c'est la bureaucratie égyptienne. Ça, c'est très très important. Le ministre peut donner, signer les papiers et tout ça, et après ça va aller Et le gouverneur refuse. Le gouverneur refuse, quand la contraction, comme vous avez dit. Et après, les employés ici, les papiers, et peut-être on demande de l'argent et tout ça. Vous savez, tous ces trucs-là. Alors ça, on doit avoir des personnels qui sont de qualifications spécifiques. Ce n'est pas n'importe qui peut avoir un contact avec ces investisseurs. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un comité ou un organisme responsable des investissements étrangers en Égypte, et ils n'ont affaire qu'à lui, et c'est à lui de leur régler leurs problèmes. Exactement. En distance en grande distance les agences gouvernementales. Ça peut être une section du ministère de l'investissement ou autre, enfin. Ou la coopération internationale. La coopération internationale, c'est surtout pour conclure les accords. Mais pour l'exécution, je pense que... C'est l'investissement. Docteur Moustapha Reda, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste politique. On a parlé de la tournée asiatique du président, mais aussi des autres problèmes. Exactement, des problèmes que rencontrent actuellement les investisseurs
Ce sont des problèmes qu'on discute ensemble, justement, pour que, s'il y a quelqu'un qui nous entend, puisse pointer du doigt là où se trouve le problème. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci Nelmine. Je te remercie, je vous remercie Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation et à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte et une nouvelle équipe.